Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Et si on considérait que l'économie sociale et solidaire, c'est celle de demain, et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Després, je suis la directrice associée de Care News et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies, celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux, ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blues. Ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs. Ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maud, Sylvain. Et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions, d'en changer la norme. Imiter la nature qui ne connaît pas la notion de déchet. Je n'y avais jamais vraiment pensé et pourtant c'est la baseline la plus juste que j'ai lue depuis longtemps. Grégoire Bleu est l'un des 3 associés de Upcycle qui transforme le marc de café collecté par les entreprises en substrat pour cultiver des pleurotes, cuisinés ensuite par des grands chefs étoilés et qui, en bout de chaîne, sont confiés aux maraîchers pour fertiliser leur culture. Vous connaissez peut-être la boîte à champignons, cette boîte à installer dans votre cuisine pour cultiver vos propres pleurotes. C'est la partie visible de l'iceberg. Grégoire Bleu a déjà derrière lui une carrière conséquente dans le bio, l'équitable et l'écologie lorsqu'il monte cette boîte. Entrepreneur social naturellement, convaincu intrinsèquement, Grégoire a parlé sincèrement de sa démarche. Nous avons discuté de recyclage, de réemploi et du potentiel des déchets, mais aussi de pourquoi parfois il est plus simple d'être client qu'employeur lorsqu'il s'agit qu'insertion. Vaste et passionnant sujet. Bonjour Grégoire. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Alors Grégoire, j'ai une grande question. Pour bien comprendre ce qu'est Upcycle, je pense qu'il faut aussi partir de la boîte à champignons, qui est la partie la plus visible de l'empire Upcycle. Donc la boîte à champignons, et tu vas nous raconter, c'est une boîte avec du marc de café et tu peux faire pousser tes propres champignons chez toi. Exactement. L'idée, c'est que en 2016, on a commencé à avoir pas mal de couverture médiatique. Les médias relayaient beaucoup l'aventure Upcycle et nous, on voulait vendre des boîtes à champignons. Donc, on a décidé de rebaptiser l'entreprise très pragmatiquement la boîte à champignons pour plus avoir de leads naturels Google vers notre site internet. La boîte à champignons, c'est quoi ? C'est un produit issu de l'économie circulaire. Donc, on récupère du marc de café et du bois. On le mélange, on met du mycélium de pleurote à l'intérieur. On amène chez les gens ce petit concentré de nature qu'ils peuvent faire pousser dans leur cuisine. La boîte à champignons, c'est une partie de Upcycle qui est destinée aux particuliers. Exactement. Et Upcycle, vous travaillez avec des particuliers et des entreprises ? Tout à fait. Donc la boîte à champignons, c'est la phase B2C d'Upcycle. Donc il y a un site dédié avec toute une démarche dédiée, beaucoup de tutoriels, beaucoup de pédagogie. La vision d'Upcycle, c'est de faire en sorte que les biodéchets d'aujourd'hui soient les légumes de demain. Donc c'est une vision plus large. On a du coup développé en fait 2 rythmes, un peu 2 types de technicité et de construction d'entreprise. Une marque grand public et une marque pour les professionnels. Et pour les particuliers, donc, il y a quoi d'autre que la boîte à champignons ? Il y a d'autres produits ? On fait des endives. Tu peux faire pousser tes endives ? Dans ton placard. C'est que moi, je suis une fille du Pas-de-Calais. La perle du Nord est un... Si j'avais su, je serais venu avec. Voilà. Oui, mais alors comme j'aime pas ça, je les aurais donné à ma mère. Donc, il y a aussi des endives. Et qu'est-ce que vous pensez faire d'autre ? On fait aussi des micro-pousses. Après, l'autre activité qui va être beaucoup plus large, c'est qu'on recrée du sol à partir des déchets urbains, qui est la base un peu de tout le maraîchage. Donc en fait, on prend les déchets du coin et on regarde comment les transformer pour créer de la fertilité en ville, là où il y en a besoin. C'est les déchets des particuliers ou c'est du compost collectif ou c'est quel type de déchets ? Il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets dits cellulosiques, donc ça part du marc de café, mais c'est le carton, c'est le bois, c'est la paille, donc dont le meilleur upcycling possible est de les transformer en champignons dans un premier temps, puis de les remettre au sol. Il y a les déchets plutôt de catégorie azotée, donc qui sont tous les déchets de cuisine, de table, d'agroalimentaire, de grande distribution. Donc ceux-là, il faut les composter pour faire du compost, pour le remettre au sol. Et après, il y a une dernière catégorie de déchets qui sont les déchets plutôt de travaux publics, donc c'est du béton, du ciment et des choses comme ça. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on associe ces 3 catégories de déchets pour faire des substrats de culture.
Donc, tu récupères aussi les déchets des entreprises. Votre modèle économique, c'est que c'est les entreprises qui vous payent pour prendre leurs déchets ou c'est les gens pour qui tu fabriques le substrat qui vous payent ? Je ne crois pas qu'on soit hyper défini comme modèle économique. En fait, aujourd'hui, on a conscience de l'ampleur de la tâche et on s'autorise à tester des choses. On a la chance d'avoir des gens qui nous font confiance pour faire ces tests. Donc, dans le cadre de ces tests, il y a des visions encore assez linéaires. Tous les jours, je livre Rungis de la production de pleurotes et de micro-pousses et d'endives que je fais à Saint-Dans-la-Bretèche dans ma ferme. D'accord. Je la livre aux restaurateurs étoilés, donc à des grossistes de Rungis qui livrent tous les jours eux-mêmes les restaurants étoilés. Je livre aussi un peu de grande distribution. J'ai maintenant une bonne partie de mon métier qui consiste effectivement à upcycler le marc de café des entreprises. Donc ça, c'est un contrat qu'on appelle marc contre pleurote. Donc on évalue le gisement de marc de café. Oui, je sais, c'est improbable. On évalue le gisement de marc de café d'un siège social ou d'un restaurant et on va leur vendre des pleurotes à concurrence de leur production de marc de café. Et donc les gens nous payent pour upcycler la matière. Donc on vient de conclure par exemple un contrat avec le Georges V qui s'est engagé, je crois, à nous acheter 1,5 tonne ou 2 tonnes de pleurotes. Dans le prix d'achat de ces pleurotes est inclus la collecte du marc de café. Mais les entreprises qui n'ont pas besoin de pleurotes. Et bien dans ces cas-là, on leur donne des boîtes à champignons ou des antipastilles, ou on vient faire des animations, ou on amène un chef qui va leur cuisiner. Donc c'est du troc, de l'échange de procédés plus que des prestations financières définies. Ce sont complètement des prestations financières très définies, puisque c'est un abonnement qui coûte de l'argent à l'entreprise, mais qui ramène... En fait, on déplace du coût. Au lieu d'avoir d'un côté un coût de gestion de déchets, et d'avoir d'un autre côté des gens qui viennent faire de l'animation d'entreprise, par exemple, bah nous on dit, en fait, dans le coût de votre animation va être inclus la collecte de vos déchets. Et donc c'est une prestation globale, que du clé en main, mais où on s'occupe de tout. D'accord, j'ai compris. Et j'espère que les auditeurs aussi. Je les félicite si c'est le cas. Comment on fait pour convaincre les entreprises parce qu'il faut trier les déchets, du coup, parce que j'imagine qu'il faut les récupérer séparément, de faire cet effort supplémentaire? Je crois que c'est le vrai cœur de ce qui nous anime et le cœur du savoir-faire qu'on cherche à développer. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas moraliser les gens, il ne faut pas se croire supérieur aux gens. Et donc déjà, si vous abandonnez tout ça, vous avez une chance de pouvoir rentrer en communication avec eux et donc d'avancer avec eux vers la reconquête en fait de nos déchets, parce que c'est bien ça l'enjeu. Donc nous, on formule ça sous forme de rendre le changement désirable. Pour générer de la désirabilité, il faut apporter par exemple du plaisir. Donc chez nous, c'est du plaisir gustatif avec nos pleurotes ou du plaisir de la découverte, un plaisir assez enfantin qui consiste à faire de la patouille avec son marc de café pour fabriquer soi-même son substrat, ou à se comporter comme un Tamagotchi vivant en arrosant tous les jours sa petite boîte à champignons en la regardant pousser, en s'émerveillant de la vitesse à laquelle ça pousse. Voilà, c'est des choses aussi simples, aussi naïves que ça, mais en fait qui créent de la joie, de l'émerveillement. Et pour nous, c'est la bonne source, c'est un bon point de démarrage pour aider les gens à changer de comportement. Upcycle, à quel âge? On a été créé en 2011. D'où ça vient, cette idée? Ça vient d'un génie qui s'appelle Cédric Péchard, qui a conçu et imaginé beaucoup des choses qui nous paraissent assez connues aujourd'hui. Donc tous les concepts d'aquaponie, de culture en container. Donc il les a imaginés, on en discutait ensemble dans les années 2006, 2007, 2008. Il a créé une première entreprise, donc Upcycle, en 2011. Moi, j'avais la chance de le connaître, d'être un de ses amis, tout simplement. Et puis, à ce moment-là, je le coachais pour essayer de trouver des modèles économiques à ses idées. Lui, sa grande vision, c'était comment faire circuler la matière organique. Et on s'était dit ensemble qu'il fallait trouver un premier modèle, un premier attelage à cette fusée. Et donc, l'idée d'associer marc de café et pleurote faisait partie des solutions possibles pour faire émerger ce sujet. Il était lui-même très inspiré par quelqu'un qui s'appelle Gunther Pauli et qui a créé le concept et promu le concept d'économie bleue. Voilà, qui a pas mal de résonance, notamment dans les pays anglo-saxons. En 2011, on est sur du marc de café essentiellement. Ça prend combien de temps pour passer d'un déchet à quelque chose d'utilisable, de recherche? En recherche et développement? Oui, voilà, en des recherches. C'est qu'à partir du moment où on dit j'ai envie d'utiliser ça, combien de temps vous avez pour trouver une solution? Alors, plus le produit est vivant, que ce soit le déchet ou la production, plus c'est compliqué. Donc le marc de café est une matière extrêmement vivante et le champignon est une matière extrêmement adaptable. Donc aujourd'hui, on n'a toujours pas fini la recherche et développement sur cette première brique qui est le marc de café qui se transforme en pleurote. Je pense qu'on est l'un des projets les plus avancés au monde, mais typiquement faire du compostage, c'est pour nous infiniment plus simple que de faire de la production de champignons qui est quelque chose d'une grande exigence, mais qui nous a du coup permis de développer une méthodologie de comment on qualifie un déchet, comment est-ce qu'on va le travailler et comment est-ce qu'on va du coup cultiver sur ce déchet.
En faisant mes recherches, il y avait marqué sur le site « Imiter la nature » parce qu'elle ne connaît pas de la notion de déchet. Et en fait, je me suis sentie un peu bête de jamais y avoir pensé parce que c'est très vrai. Je me demandais combien de temps il faudrait, du coup, par déchet pour éradiquer tous les déchets ou pour tous les réutiliser ou les réemployer. La première réponse, c'est de regarder... les gens qui font des statistiques ou qui font de la planification ordonnancement, ils regardent l'historique pour envisager l'avenir. Aujourd'hui, la notion de déchets stupides et accumulatifs comme on l'a, elle a à peu près 70 ans. Donc elle est extrêmement récente. Si on demande à des personnes qui travaillent par exemple sur des pathologies graves, parce que c'est ce qui nous arrive, le déchet est une pathologie grave de l'Occident et qu'on a réussi à refourguer au monde entier, il leur faut à peu près 20 ans entre le moment où on décèle la maladie et le moment où on arrive à réellement combattre cette maladie à base de solutions médicamenteuses. Donc je dois dire que ça doit faire quoi ? Ça fait quelques années maintenant, mais pas si longtemps que ça, qu'on s'attaque vraiment fortement à la notion de déchets. Donc, si on avait énormément de courage, je dirais qu'il suffirait de 20 ans. J'ai bien peur qu'on ait besoin d'un peu plus. Est-ce que c'est un secteur concurrentiel, l'upcycling de déchets ? Le recyclage du déchet, éminemment. L'upcycling, c'est basé sur la première loi de la nature, qui est celle de la collaboration. Et donc, il y a assez peu de gens avec qui je me sens en concurrence frontale. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets, mais qui sont monoproduits, un peu comme la boîte à champignons. Notamment ces derniers mois, là où le drèche, je ne sais pas comment on dit, la drèche de houblon, il y a des pâtes, des gâteaux, enfin il y a une espèce de sursaut sur le houblon et je me demandais si c'était un secteur qui allait devenir concurrentiel et si c'était quelque chose qui bougeait en ce moment. Oui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries, donc il y a beaucoup de drèches de bière qui se forment et personne ne sait quoi faire de cette drèche de bière qui sont horriblement mauvais quand on la laisse sur place. Donc ça génère tout de suite de la créativité parce qu'il faut gérer ce truc. Et c'est souvent, c'est un peu l'histoire du déchet, c'est que souvent on l'a géré par la contrainte. Et donc c'est cette contrainte qui nous pousse à trouver des solutions. On va dire que c'est sans doute le prochain gros problème sur la liste qui donnera lieu à des innovations et c'est une manière comme une autre, pourquoi pas. Vous êtes combien chez Upcycle ? On est 15. D'accord. Et donc, il y a quoi comme métier, par exemple ? C'est l'une de nos difficultés, c'est qu'il faut à peu près tous les métiers. Il faut du super marketeur pour séduire et pour conduire au changement. Il faut de la superstar de R&D d'une heure de Total pour comprendre la biologie hyper fine du champignon, du compost et du sol. Il faut des opérateurs parce qu'on parle quand même, on traite plus d'1 tonne de substrat par jour. Donc c'est un travail de force, c'est un travail de masse. Il faut un bon gars en industrie pour piloter les prototypes et voilà, il faut de la compta, il faut du commerce, il faut à peu près tous les métiers dans une entreprise. Ouais. Tu travailles avec des particuliers, avec des entreprises, avec des collectivités ? Affirmatif. Selon toi, pour grandir, donc pour passer, je sais pas, de 15 à 100 et pour multiplier le chiffre d'affaires, il faut quoi comme changement ? À part de l'éducation bienveillante ou de la pédagogie vers les entreprises, est-ce qu'il y a des facteurs juridiques, fiscaux que toi tu vois Oui, donc il y a la loi Grenelle 2 qui va obliger tout le monde à trier les biodéchets en vue de leur valorisation, qui devait être appliquée en 2025, qui va sans doute être anticipée à 2024, voire anticipée à 2023, et qui est déjà applicable pour tous les émetteurs de 10 tonnes de biodéchets. Donc ça conduit au changement, bien sûr, sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Aujourd'hui, la plupart des solutions de compostage et de méthanisation sont totalement saturées. Donc, avis à tous les entrepreneurs, il y a un champ hyper large d'innovation dans la gestion du biodéchet. C'est le prochain, ça fait partie des prochains gros champs d'investigation. Et c'est pas pour rien que Upcycle, mais plein d'autres entreprises se mettent dessus. C'est parce qu'il y a un sujet passionnant. Et c'est un sujet qui a la particularité, et j'en viens à votre spécialité, qui est de pouvoir créer le lien entre le monde de l'associatif, le monde du militantisme et le monde de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même une forme de schisme avec, c'est pas les Big Five, c'est les Big Three de la gestion de déchets, Veolia, Suez et Paprec, et une myriade d'associations géniales. Et ces deux mondes, je dis pas qu'ils communiquent pas, mais ils communiquent relativement peu, quoi. On parle d'échelles complètement différentes. Et donc, il manque ce stade intermédiaire d'entreprise qui soit parfois en lien avec des assos, parfois en lien avec des municipalités, parfois en lien avec des grosses entreprises, et qui sachent vraiment passer de pratiques militantes, par exemple de compostage de pieds d'immeubles, à une pratique systématique, par exemple. Et les grands groupes s'en sont pas emparés de cette question ? Parce que si Upcycle marche, c'est qu'il doit y avoir un marché, mais est-ce que c'est trop petit pour eux ou est-ce qu'ils n'ont pas la compétence ? Ce que je comprends, mais je suis pas sûr d'avoir fait le tour du sujet, je pense même pas du tout. Aujourd'hui, les grands groupes sont des vendeurs de
transport, donc de camions de collecte de déchets et de valorisation de ce déchet. Le seul petit souci, c'est que si vous voulez collecter du biodéchet, il faut avant tout convaincre les gens, puisqu'ils ont toujours le choix de le mettre dans leur poubelle habituelle. Donc il faut les convaincre de se mettre une contrainte supplémentaire, qui est d'avoir une poubelle sélective, une poubelle dédiée aux biodéchets, et en plus de la ramener au bon endroit ou de la déposer au bon moment. Ça, je suis pas sûr que les grandes entreprises, même si elles ont pas mal testé de choses, soient les plus à même, puisque tous les retours d'expérience que je peux lire, c'est qu'il faut avant tout un ancrage local, il faut de l'humain en fait, pour réussir à faire ça. Est-ce que Upcycle, c'est une entreprise sociale ? Upcycle est une SAS à agrément ESUS qui souscrit au principe de l'ESS, qui est jeune entreprise innovante et qui est... Il y a tous les labels de l'ESS. Ah putain, on coche toutes les cases, c'est pas possible. Et voilà. Et nous sommes même membres du Collège culinaire de France, voilà, pour l'aspect bouffe. Non, il manque Bicorp. Il manque Bicorp, c'est parce que je suis flemmard et que quand je vois la taille du dossier qu'il faut remplir et le nombre de formalismes auxquels il faut souscrire, qui ont toutes leurs justifications, mais en fait, j'ai juste pas assez de moyens, de ressources humaines pour cocher ça, mais j'étais au lancement de Bicorp France. Je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Il faudrait juste avoir plus de temps. Ouais, voilà. C'est le prochain sur la liste. Voilà, moi, je vais être le premier média Bicorp de l'ESS. En parlant de l'ESS, tu as toujours presque été entrepreneur social, même avant. Il me semble que tu étais déjà dans la mouvance avant. J'étais chez Alter Eco, oui. Voilà, avant Upcycle. Et c'est quoi ton regard sur les 10 dernières années d'économie sociale et solidaire? C'est qu'on est au tout début de l'histoire, que pour beaucoup on est amateur et que il faut. Moi, ce qui me marque, c'est que parfois on a trop de complexes en fait, tout simplement. Donc il faut y aller de manière plus décomplexée. Il faut être fier de ses valeurs, fier de la qualité de ses produits et être aussi exigeant que n'importe quelle structure. Upcycle a choisi de ne jamais embaucher en direct de personnes en insertion, mais à chercher à être le meilleur client possible d'associations ou d'entreprises d'insertion. C'est ça qui nous a valu notre agrément ESUS. Pour la simple et bonne raison que j'avais essayé d'en faire par moi-même chez Alter Eco, ça va être une catastrophe possible. Et je me suis dit, en fait, on ne peut pas être à la fois bon gestionnaire d'entreprise, bon manager et attendre ça. Voilà. En fait, il y a des phases dans la vie d'une personne en insertion. Bref, moi, je ne savais pas faire les phases amont. Je sais être client et m'adapter, ça, je sais faire. Du coup, le regard sur l'ESS, donc qui en est à ses débuts, qu'est-ce qu'il faut pour faire changer les choses? C'est le pendant de la question typiquement sur Upcycle, c'est plus sur le secteur général. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appelles de TVE en termes d'avantages, de taxes, d'emploi Non, pour moi, il faut... Je sais pas très bien, en fait. C'est pas trop mon enjeu d'aller chercher une taxe, un emploi, militant, enfin, tu fais pas du lobbying. Parce que t'as certains entrepreneurs qui revendiquent des avantages contre l'intérêt général qu'on défend. Et ça peut être fiscal, ça peut être de l'emploi, ça c'est propre à chacun, mais il y a des petits militantismes. Ouais, voilà. D'accord. Donc, moi, j'ai vite renoncé au fait d'avoir un quelconque avantage à être impliqué là-dedans. Donc, aujourd'hui, ça me coûte beaucoup plus cher quand je travaille avec des structures en insertion que quand je le fais pas. Et c'est normal, en fait, parce que, voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui arrivent à en tirer des bénéfices financiers, et tant mieux pour eux, hein, s'ils respectent les règles, ça me choque pas du tout. Là, je parlerais plutôt de vision assez catégorielle. Donc, moi, je suis assez investi dans l'agriculture urbaine en particulier. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on reconnaisse la valeur économique des services écosystémiques. Donc ça peut être la collecte des déchets, ça peut être la régulation des eaux de pluie, ça peut être la réduction des îlots de chaleur urbaine, la génération de biodiversité ou la protection, la création de liens sociaux, enfin voilà, ce type de choses. Là, on a besoin de mesurer, d'encourager, d'accompagner financièrement ce genre de démarches parce qu'elles sont juste tellement économes de manière globale que ce serait stupide de s'en passer et de ne pas les encourager. Mais non, voilà, oui, c'est plutôt ça ma revendication. Et bien sûr, cette revendication, on va passer aux questions finales. Quelle serait ta raison d'être, enfin la raison d'être d'Upcycle, si elle n'existe pas déjà? Les biodéchets d'aujourd'hui sont les légumes de demain. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Marine Le Pen. La taxe que tu aimerais inventer? Service écosystémique. Le patron du CAC 40 que tu pourrais être? Je ne les connais pas. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? 1 milliard. Merci beaucoup, Grégoire. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de CareNews se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.